Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 22 mai, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Voici les titres de ce journal. De nombreux curieux sont venus assister ce week-end à la nouvelle édition de l'événement Nature et Chasse en Fête à Joinville. Retour en images dès le début de ce journal. Êtes-vous incollable sur le patrimoine près de chez vous? La communauté de communes des Portes de Meuse veut faire connaître ces monuments par le biais de vidéos. La ville de Saint-Dizier a désigné il y a quelques jours ses 4 porteurs de flammes olympiques. Parmi eux, Pascal Barthélémy, secrétaire bénévole au Saint-Dizier Basket. Rencontre. Et d'ailleurs, savez-vous pourquoi la flamme olympique parcourt notre pays? Gaël Bossu nous expliquera l'histoire de cette flamme. Et voici pour les titres. De nombreux curieux sont donc venus assister ce week-end à la nouvelle édition de l'événement Nature et Chasse en Fête à Joinville. Marché du terroir, rallye nature, présentation de trophées de chasse, diverses animations ont rythmé le château du Grand Jardin. Un reportage de Manon de Fontis et Antoine Regnault avec Vicky de Fontaine. Un air de musique retentit au sein du parc du château du Grand Jardin de Joinville. Le groupe Les Comètes anime le traditionnel événement Nature et Chasse en Fête. Un rassemblement festif organisé pour la 2e année consécutive dans ce lieu historique par la Fédération des chasseurs de la Haute-Marne. L'occasion de faire connaître et célébrer la passion de 6400 chasseurs au Marne. Par exemple, moi je suis une jeune chasseresse, j'ai mon permis depuis 2016 et je suis une femme. Et en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de préjugés sur les chasseurs, qui étaient déjà forcément un homme et âgé. Et non, pas du tout. On a la chance en Haute-Marne d'avoir le plus gros pourcentage de femmes en plus. Donc c'est une fierté que j'essaie de développer aussi avec toute l'équipe de la fédération. Et dépoussiérer, rafraîchir et puis féminiser, rajeunir l'image des chasseurs. Cette manifestation est ouverte à tous et rassemble de nombreux curieux, petits et grands, dans les allées du parc du château joinvillois. Marché du terroir ou encore concerts et diverses animations rythment cette nouvelle édition. Mais le point d'orgue de cet événement se situe ici, dans cette salle du château. Plus de 200 trophées de cerfs récoltés cette saison sont présentés au public. Dans le cadre du plan de chasse, l'arrêté préfectoral oblige la présentation des cerfs. Ça nous permet de suivre les populations, leur état sanitaire, leur évolution. C'est un animal imposant, intéressant. C'est un peu notre patrimoine du département. Nature et Chasse en Fête reviendra l'année prochaine et permettra à nouveau de changer de regard sur cette pratique actuellement très controversée. Êtes-vous incollable sur le patrimoine qui vous entoure? La communauté de communes des Portes de Meuse veut faire connaître ses monuments par le biais de vidéos. Il y a une semaine, l'église de Ribeaucourt était la dernière à avoir une vidéo à son effigie. Un reportage signé Gueltas Philippe. C'est la star de cette inauguration. Le QR code redirige les visiteurs vers ce vidéo-guide de l'église de Ribeaucourt, présenté dans l'édifice pour l'occasion. La vidéo, d'une 12aine de minutes, explique l'histoire du monument du XIIe siècle. Afin de protéger sa population des invasions dans les années 1180. Pour faire le vidéo guide sur Ribeaucourt, il a fallu faire des recherches. Pour faire ces recherches, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut aller aux archives du département de la Meuse ou de se renseigner sur le territoire, puisqu'il y a des habitants qui peuvent nous renseigner. Sur cette vidéo, vous avez toutes les informations concernant l'église, à savoir sa construction, l'architecture, ainsi que ce qu'on trouve à l'intérieur, à savoir les sculptures, les œuvres artistiques religieuses. La vidéo veut apporter une plus-value aux visites classiques. Puisque Ribeaucourt est vraiment une zone à l'époque médiévale assez mouvementée. Pour mettre en valeur ces monuments, au travers de l'image, il faut montrer des choses qui ne sont pas en général montrées au public. Il s'avère que lorsqu'on va dans une église, par exemple, personne ne peut monter au clocher. Là, le fait de pouvoir donner la possibilité aux gens, par le biais du vidéo-guide, de monter dans le clocher pour aller voir les cloches, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Cette vidéo est la 12e d'un programme financé par la communauté de communes des Portes de Meuse pour attirer des visiteurs sur le territoire. On a quelque chose de vivant. L'image, c'est plus facile de transmettre une image qu'un texte en fait.
Pour moi, c'est mon sentiment. C'est pour ça que l'idée, à chaque fois, de faire un visual-guide avec des images, avec un récit, c'est bien plus facile à faire connaître. Chaque année, 3 vidéos de ce type sont réalisées. Il faut donc avoir des arguments pour être sélectionné. L'église de Ribeaucourt, c'est quand même une église fortifiée. Monument, église fortifiée qu'on ne voit pas partout. Faire connaître son village, c'est aussi un argument parce qu'on est déjà assez désertique dans ce coin-là. D'autres projets de vidéos comme celle-ci sont dans les cartons de la communauté de communes pour espérer redynamiser le territoire et mettre en avant l'histoire de la région. Et on passe tout de suite à notre page Terre de Sport. La ville de Saint-Dizier a désigné il y a quelques jours ses 4 porteurs de flammes olympiques. Parmi eux, Pascal Barthélémy, secrétaire bénévole au Saint-Dizier Basket, qui œuvre depuis des années dans l'ombre pour permettre aux jeunes de faire du sport. Gaël Bossu est allé à sa rencontre. En tirant la porte du gymnase, Pascal arrive dans sa 2e maison. Sans être sur le terrain, il passe ici des dizaines d'heures par semaine. Bénévole, il est secrétaire du Saint-Dizier Basket. Et une de ses tâches principales, c'est gérer l'organisation des 12 équipes du club. En fonction des matchs à domicile ou à l'extérieur, il faut s'organiser pour faire rouler la machine et m'assurer que le week-end à domicile, il y aura des marqueurs chronométreurs, il y aura le coach qui sera là avec son équipe, que tout le monde est bien licencié pour jouer. S'il est aujourd'hui encore bénévole à 70 ans, c'est parce que Pascal est un grand passionné de basket. Depuis qu'il a commencé à jouer à 10 ans, il n'a plus jamais quitté ce sport. Donc là, je suis numéro 4 ici. C'est la saison 86-87, donc en tant que joueur. D'excellents souvenirs. Il y a eu à l'UJB, à ce moment-là, une dizaine d'années formidables. On a eu un groupe très solidaire, l'esprit d'équipe, qui nous a permis, à ce moment-là, il y avait la Nationale 4, d'accéder à la Nationale 4. C'est mon plus haut niveau de pratique. Après une vingtaine d'années en tant que joueur majeur de l'UJB Saint-Dizier, Pascal est devenu entraîneur, puis président du comité de Haute-Marne et enfin, depuis 2003, secrétaire du Saint-Dizier Basket. J'ai eu la chance de rencontrer le basket pour mon évolution personnelle. C'est aussi rendre le plaisir que j'ai pu y découvrir, rendre aux jeunes qui adhèrent au club. Un engagement bénévole qui est salué par ceux qui le côtoient. Au lieu d'être là à 18h, il arrivait. Parce qu'il y avait les garçons et les filles aussi. Là. Oui, mais c'est ça, parce que c'est le groupe. Oui. C'est déjà quelqu'un de très investi au niveau de son club, de bénévole, qui est là tout le temps. Quand il y a un problème, on peut l'appeler à n'importe quelle heure. Des fois, il prend les enfants pour les emmener en déplacement. Enfin, il est toujours là, quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui. En guise de remerciement pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans le monde associatif bragard, Pascal a été désigné par la ville de Saint-Dizier pour porter la flamme olympique le 28 juin prochain. Un honneur inattendu pour ce passionné de sport qui a, dans un premier temps, décliné l'invitation, ne pensant pas être la bonne personne. On est venu me relancer et à un moment donné, il faut savoir accepter aussi et pas... et sortir peut-être de l'ombre de temps en temps pour aussi valoriser le club, hein, parce que je pense que je transmets les valeurs du club et c'est aussi l'intérêt peut-être de temps en temps d'être mis en valeur. C'est vrai que ça risque d'être particulier. Je vois les grands sportifs qui sont les premiers porteurs de flammes, qui ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur course avec la flamme. Donc je vais vivre un moment particulier, quoi. S'il a finalement accepté l'invitation, c'est pour mettre le basket en avant, un sport et un milieu que le bragard continue d'apprécier auprès des jeunes du club. Vous avez des jeunes qui viennent nous voir pour faire du basket, donc c'est les accueillir au mieux, c'est vraiment les aider et puis d'organiser au mieux pour qu'ils puissent faire de la compétition et découvrir leur talent de joueuse ou joueur. Il y a tellement de jeunes qui sont derrière les télés, derrière les consoles, derrière, c'est leur apporter une activité pour moi agréable. Le plaisir de retrouver ses copains ou ses copines et de jouer au basket, c'est un moment particulier. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a encore, même en fin de saison, il y a pas mal de jeunes qui s'entraînent. Et pour nous, c'est qu'elles prennent plaisir encore à jouer et c'est le point fort. Le 28 juin prochain, la flamme entre les mains, ce sera lui qui, pour une fois, sera dans la lumière.
Et la flamme olympique que portera donc Pascal est arrivée en France à Marseille le 8 mai dernier et depuis elle a commencé son périple à travers le pays. Bonsoir Gaël. Bonsoir Nicolas. On va ensemble remonter l'histoire ce soir. D'abord ce rituel du relais de la flamme olympique. D'où est-ce qu'il vient et est-ce qu'il a toujours existé? Le relais comme on le connaît actuellement, non, il n'a pas toujours existé. Il n'est apparu qu'en 1936 lors des Jeux olympiques du Troisième Reich. Mais la flamme par contre, elle a traversé l'histoire et c'est d'ailleurs un des éléments symboliques qui relie les Jeux olympiques modernes et le monde de l'Antiquité. Mais alors pourquoi une flamme comme objet symbolique des Jeux olympiques? Pour comprendre, il faut remonter un petit peu le temps aux origines du feu, selon le mythe des Grecs bien sûr. Et pour eux, c'est le héros Prométhée qui a volé le feu suprême aux dieux pour l'apporter aux hommes sur Terre et leur permettre d'évoluer. On le sait, pour ça il a été sévèrement puni et ce geste a pris une dimension magistrale. Pour les Grecs, donc, le feu, ça représente déjà la victoire de l'humanisme sur l'autoritarisme des dieux. Ça, c'est déjà une valeur très intéressante. Et puis, l'apparition du feu, c'est le progrès de l'humanité, pour lequel Prométhée a été condamné à souffrir éternellement. La douleur pour progresser, est-ce que c'est pas le mantra de beaucoup d'athlètes olympiques aujourd'hui? Et enfin, pour terminer, dans la Grèce antique, le flambeau et le feu, ça représentait le lien entre les hommes sur Terre et donc les dieux sur l'Olympe. Et le feu était beaucoup utilisé dans les rituels, par exemple. Et dans beaucoup de cérémonies, on retrouvait une grande vasque qui brûlait en permanence pour honorer tel ou tel dieu, et notamment lors des Jeux olympiques antiques, où une des épreuves pouvait être de courir le plus vite possible autour du stade pour aller allumer l'autel divin avec le feu et le flambeau. Alors pour transporter cette flamme, il faut bien sûr des porteurs de flammes. Qui sont-ils justement et combien sont-ils en tout? Cette année, pour les Jeux de Paris 2024, il y aura entre 10 et 11 000 personnes qui porteront la flamme jusqu'au dernier d'entre eux qui allumera donc la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet prochain. Et qui sont-ils? Ce sont soit des athlètes ou anciens athlètes tricolores. Ça peut être aussi, on l'a vu, des personnalités ou des stars françaises. Mais le plus important, selon moi, ce sont tous les porteurs qui sont presque comme vous et moi, Nicolas. La flamme olympique, elle transporte, en plus des valeurs du sport, des valeurs de citoyenneté et d'humanisme. Et donc, pour inclure un maximum de personnes dans cette fête, de nombreux relais de la flamme ont été proposés à des bénévoles associatifs, comme on l'a vu dans le reportage, à des personnes en situation de handicap, à des citoyens engagés pour les autres ou même à des fonctionnaires de l'État. En bref, les milliers de porteurs de flammes sont tous différents les uns des autres. Alors on l'a dit, la flamme elle est arrivée le 8 mai dernier à Marseille et a entamé son voyage en France. Qu'en est-il de ce relais et par où va-t-il passer? Le relais, lui aussi, c'est une expression de toutes les valeurs que la flamme représente pour mettre en avant, encore une fois, l'inclusion et le caractère collectif de ces Jeux olympiques. Le relais est fait, bien sûr, pour que tout le monde puisse y participer, presque n'importe où sur le territoire. Cette année, la flamme, elle traversera 65 territoires, y compris en Outre-mer, et éclairera 400 villes différentes pendant son voyage de 68 jours. Le relais de la flamme servira aussi à mettre en valeur le patrimoine et l'histoire du pays, de la France. La flamme olympique, elle se rendra par exemple dans les grottes de Lascaux, dans les cités médiévales de Carcassonne, au château de Versailles, au château de la Loire ou encore au Mont-Saint-Michel, bref, dans plein d'endroits iconiques de notre territoire. Alors on comprend donc rapidement que les pays organisateurs s'en servent pour montrer leur grandeur et leur richesse. Est-ce un élément du fameux soft power dont on parle si souvent? Bien sûr Nicolas, les yeux du monde entier suivent cette flamme actuellement, donc pas question pour le pays organisateur de rater cette opportunité de montrer sa culture, son savoir-faire et puis oui, ses richesses. Depuis que le relais de la flamme existe, beaucoup de pays, quasiment tous les pays organisateurs l'ont compris et certains ont essayé d'innover en matière de moyens de transport par exemple. J'ai quelques exemples. En 1996, la flamme olympique a été embarquée à bord de la navette Columbia, comme on le voit sur la photo, lors d'une mission dans l'espace. En 2000, en Australie, la torche olympique a été transportée sous l'eau par des plongeurs pour s'approcher de la grande barrière de corail. En 2008, pour les Jeux en Chine, la flamme olympique a été portée jusqu'au sommet de l'Everest, à plus de 8800 mètres d'altitude. Et enfin, en 2013, pour lancer les Jeux olympiques d'hiver en Russie, la flamme a de nouveau été dans l'espace pour rejoindre la Station spatiale internationale. On est clairement sur du soft power pour le pays organisateur. Merci beaucoup Gaël pour cet éclairage. Pour rappel, la flamme olympique passera d'abord en Haute-Marne le 28 juin prochain, puis dans le département de la Meuse le 29 juin et enfin dans la Marne le 30 juin. Merci beaucoup Gaël pour ces explications. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Restez avec nous, l'info continue. Très belle soirée sur Puissance Télévisions.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.